invité canadien parce que cette année, c'est le Canada le pays invité. Vous savez qu'on a un pays invité depuis quelques années. Ça nous donne évidemment un éclairage sur un pays. Le Canada est un pays producteur d'imaginaire de longue date. Je crois avoir publié la première nouvelle d'un auteur canadien, québécois en l'occurrence, dans une anthologie en 1984. Donc vous voyez que cette passion pour la littérature québécoise et canadienne ne date pas d'aujourd'hui. C'est une littérature puissante, une littérature extrêmement intéressante, qui a le grand mérite de fusionner à la fois les littératures anglophones, cette tradition nord-américaine, et à la fois les littératures francophones. On donnera tout à l'heure la parole à nos invités, que je vous présenterai. On donnera aussi la parole à Anne Besson, qui a été l'une des chevilles ouvrières de ce colloque, et qui vient de l'Université d'Artois, et qui joue un rôle de plus en plus fort au niveau de nos imaginales. Et puis évidemment, le coup de cœur du festival. On a chaque année un auteur français ou francophone coup de cœur, et c'est cette fois-ci le très talentueux et très sympathique Jean-Laurent Del Securo. Voilà, après ce petit lancement, et avant de donner la parole à nos auteurs, je redirai aussi quelques noms d'auteurs. Voilà, je salue Robin Hobb qui est parmi nous, qui est un des grands soutiens du festival depuis très longtemps, une des plus grandes auteurs américaines de fantasy. Et puis je reconnais aussi l'auteur britannique Christopher Priest, qui est aussi cher à notre cœur, et qui est lui un invité quasi permanent du festival, on le voit quasi tous les ans. Voilà, les choses étant dites, je vais donner maintenant la parole au représentant de la ville qui va un petit peu nous parler du festival et de l'engagement de la ville d'Épinal pour les littératures en général, pour la culture en général, pour les littératures d'imaginaire et évidemment pour nos belles imaginales. À vous la parole. Bien, merci Madame la directrice. Je me sens tout petit à côté d'elle, hein, mais elle est sur un trône, je ne suis que son sujet. Je voudrais bien sûr saluer les élus. Alors Madame De Genini qui représente la région, financeur de ce festival, mais qui est quand même là avant tout comme adjointe au maire d'Épinal et qui porte l'événement. Je voudrais saluer également la représentante du conseil départemental, Raphaël Acanteri. J'ai vu Yannick Villemain tout à l'heure, je ne le vois plus, mais qui représente la communauté d'agglomération d'Épinal. Et puis je salue bien sûr l'ensemble des élus de la ville d'Épinal. Je souhaite la très bienvenue à Madame la directrice artistique du festival. C'est toujours un grand moment de se retrouver. On aime votre engagement, on aime votre talent, on aime votre passion, et c'est ce qui fait que ce festival est toujours une réussite. Je salue bien sûr l'ensemble des auteurs, des illustrateurs, des traducteurs. Je voudrais saluer et souhaiter la bienvenue également à Vincent Modadé, le président du Centre national du livre, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être présent aujourd'hui. Je salue également Jacques Deville, le représentant de la DRAC, l'ensemble des partenaires, qu'ils soient publics et privés, et bien sûr, chers amis. Alors, vous l'avez dit, Madame la directrice, Michel Henrich ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Vous l'imaginez qu'il le regrette. En tout cas, il est parmi nous par la pensée, et il m'a demandé de bien vouloir le représenter. C'est un honneur que de pouvoir être parmi vous ce matin pour lancer cette 17e édition du Festival des Imaginales. Les Imaginales, c'est incontestablement un moment très attendu par l'ensemble des publics, un moment attendu, un événement incontournable, un événement culturel dédié bien sûr aux littératures de l'imaginaire, également un salon du livre et de l'illustration qui est dédié au monde imaginaire. Le Festival des Imaginales, c'est aussi, vous l'avez dit, chaque année un thème et puis un pays qui sont à l'honneur. Alors en cette année de bicentenaire de la publication de Frankenstein, qui est le roman de Mary Shelley, c'est le thème créature, qui est aussi vaste que passionnant, qui a été retenu pour cette 17e édition. Quant au pays hôte, vous l'avez annoncé, c'est le Canada. Donc bienvenue à la délégation du Canada. C'est un grand pays, bien sûr, par sa superficie, mais c'est aussi un grand pays par la qualité de ses auteurs, l'originalité également de ses auteurs, de l'imaginaire et bien sûr de la science-fiction.
J'en profite, puisqu'on parle du Canada, pour saluer l'action du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts du Québec également, qui sont deux institutions qui nous ont remarquablement accompagnés pour le transfert d'œuvres du Canada ici à Épinal. Et puis, nous avons notamment le plaisir d'accueillir John Howe, qui est notre invité d'honneur et qui a réalisé d'ailleurs l'affiche de cette 17e édition. Alors, les Imaginales, c'est une formidable aventure, c'est une belle aventure qui se poursuit et fait de cet événement le premier festival de fantasy en France, et puis certainement l'un des plus importants en Europe. Mais les Imaginales, c'est également, je l'ai dit, un moment qui est très attendu par les professionnels. Je veux bien sûr parler des libraires, des éditeurs, des traducteurs, des illustrateurs et auteurs, comme en témoigne d'ailleurs la reconnaissance nationale des prix obtenus lors de ce festival. Et puis, les Imaginales, mais ça c'est le but, bénéficient bien sûr de la reconnaissance croissante du public. Chaque année, nous avons un peu plus de monde. En 2017, je crois qu'on a accueilli, je regarde Elisabeth qui suit les outils de mesure, c'est en gros 35 000 visiteurs que nous avons accueillis, sachant qu'on a à peu près 7 600 personnes qui ont fréquenté régulièrement les conférences qui ont pu se tenir, et elles sont nombreuses. Et puis les libraires ont vu également depuis 2014 leur chiffre d'affaires progresser régulièrement, et ça montre la bonne santé de ce festival. Et cette année, c'est 65 stands de libraires et d'éditeurs, et ce qui veut dire que le festival, il s'affirme bien comme un véritable soutien, Monsieur le Président, à la filière livre, et sachez que nous en sommes extrêmement fiers. Et à ce titre, je voudrais saluer le travail impressionnant qui est effectué par les auteurs, et ça je le dis en présence du président du Conseil national du livre. Monsieur le Président, dès 2015, le Festival des Imaginales s'est voulu exemplaire et s'est engagé, conformément à vos recommandations, dans une démarche de paiement des auteurs qui participent à l'événement. Alors certes, cette démarche n'a pas permis jusqu'à aujourd'hui de payer l'intégralité des conférences, mais ça vient aussi du fait qu'on a un nombre important de conférences, et puis aussi lié au fait que l'accès à ces conférences est gratuit. Mais nous nous sommes donné comme objectif pour l'année prochaine de nous en approcher au plus près. Notre festival, il est ouvert à tous les publics, aux particuliers, aux plus jeunes, et cela est essentiel pour nous, avec comme élément original la remise des prix populaires, tels que les prix littéraires qui sont décernés aux écoliers, aux collégiens, aux lycéens. Je crois que cette année, nous avons 10 écoles élémentaires qui participent, 40 collèges, 25 lycéens qui viennent de la région, et ça c'est une véritable fierté. Et puis à souligner, puisque je parle de prix, que nous nous réjouissons de la création du prix Imaginal des bibliothécaires, puisque ce sont plus de 75 bibliothèques qui sont réparties sur 30 départements, sur l'ensemble de l'Hexagone, sur l'ensemble du territoire national. Et puis à souligner également que nous avions 5 bibliothèques chinoises, une japonaise, ce qui marque encore un peu plus le fait que ce festival devient international, et ça c'était à souligner. Et puis cette année, mesdames, messieurs, les Imaginales 2018, c'est aussi un riche panel d'autres nouveautés, avec la création d'un nouveau pôle consacré à l'architecture et aux utopies, qui est réalisé en partenariat avec l'École nationale d'architecture de Nancy. C'est la tenue, chère Anne, du premier colloque universitaire qui s'est tenu mardi et mercredi sur 2 jours, et au regard des échanges que nous avons pu avoir, je crois que le premier objectif de ce premier colloque, il est atteint. Et puis nous avons également une nouvelle édition de l'anthologie des Imaginales, qui est éditée par Nemo sous la direction de Stéphanie Nico. Et puis je voudrais enfin saluer le dynamisme et l'engagement à nos côtés du comité d'histoire régional, que vous retrouverez d'ailleurs, je crois, au sein du Magique Histoire.
L'espace court, qui est d'ailleurs le lieu où généralement tous les ans nous lançons ce festival, c'est pas le cas cette année parce qu'il est désormais occupé par le pôle qui est consacré à la bande dessinée et à l'illustration. D'ailleurs, il y aura des dédicaces des dessinateurs de la BD qui s'y tiendront. Il y a une librairie, je crois que c'est une librairie spinalienne qui anime ce pôle, qui est le Moulin des Lettres. Et par ailleurs, et pour la 6e année consécutive, le partenariat qui nous lie aux imaginales maçonniques et ésotériques est reconduit cette année. Et nous sommes conviés cette année à une conférence autour du thème des croyances. L'accueil au sein des Imaginales, c'est aussi les 56e rencontres nationales de body painting. Donc je sais que c'est un moment très attendu par un certain public. Ça aura lieu le dimanche 21 avec la présence de plus de 70 artistes, modèles, maquilleurs et photographes. Et puis aussi après le succès de l'année dernière, les Imaginales offrent tous les soirs à partir de 20h30 des concerts, des animations. Et donc le public peut venir nombreux. Enfin, il est important de souligner que tous ces spectacles n'existeraient pas s'il n'y avait pas la mobilisation des institutions et des associations spinaliennes. Je voudrais bien sûr les en remercier. Mesdames, Messieurs, les Imaginales, elles représentent pour la ville d'Épinal, pour la Cité des Images, pour notre territoire, un enjeu extrêmement important. Ce festival, il illustre une volonté affirmée de diffuser une image forte, une image extrêmement positive qui est portée bien au-delà de notre territoire. Et pour cela, c'est l'ensemble de la ville, l'ensemble des acteurs de la ville qui se mobilisent. J'ai parlé des institutions et des associations, et je voudrais remercier et saluer l'engagement de Stéphane Wieser, le directeur du festival, mais qui est également directeur des affaires culturelles, mais également toute son équipe, mais aussi tous les agents de la ville qui se mobilisent depuis des semaines pour rendre possible cet événement. Et sachez qu'en parallèle, ils travaillent également sur les autres moments importants qui vont se dérouler dans les semaines à venir. Je veux bien sûr parler de Rue et compagnie, je veux bien sûr parler de la fête des images, qui mobilise beaucoup d'énergie, et tout ceci est rendu possible parce que nous avons des agents qui s'engagent et qui se mobilisent. Et puis enfin, je voudrais bien sûr remercier chaleureusement pour leur présence, bien sûr les auteurs, les illustrateurs, pour leur mobilisation et leur contribution à la réussite de cet événement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je repasse la parole à Madame la directrice. Merci beaucoup pour ce vibrant panorama de l'engagement de la ville d'Épinal et de tout ce qui se prépare, tout ce qui s'organise. On doit toujours, comme vous l'avez fait, et je vous en remercie, remercier tous les acteurs, et j'y suis vraiment sensible parce que construire un programme avec toutes les équipes qui sont autour de nous, parce qu'il y a aussi des équipes extérieures à la ville d'Épinal qui se mobilisent, qui préparent les conférences, c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est quelque chose auquel je sais aussi bien les salariés de la ville d'Épinal que les intervenants extérieurs sont extrêmement sensibles, et à juste titre. La première chose que je voudrais dire en donnant la parole à nos invités canadiens, et parmi eux francophones et anglophones, c'est de dire donc que cette littérature est extrêmement riche. Et je vais donc donner la parole très logiquement d'abord à Jean-Louis Trudel, à la fois parce qu'il est l'un des plus reconnus auteurs d'imaginaire, et en particulier essentiellement de science-fiction du Canada et du Québec, même si lui n'est pas d'origine québécoise, c'est un francophone, il tient toujours à le préciser. Jean-Louis Trudel vient de commettre un petit essai qui est un petit guide de la science-fiction au Québec, et je pense que cet ouvrage fera date parce qu'il y a bien longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose qui nous fasse un peu un panorama. Et je pense que pour tous ceux qui veulent mieux découvrir la science-fiction québécoise et sa richesse, je pense que le petit livre aux éditions à lire de Jean-Louis Trudel est un guide qui nous sera extrêmement précieux. Alors Jean-Louis, vous qui avez écrit des dizaines de romans pour la jeunesse et pour les adultes, des dizaines de nouvelles qui êtes couverts de prix, aussi bien de prix canadiens, québécois que français, pourquoi avez-vous eu l'idée de publier il y a quelques mois ce petit guide de la science-fiction au Québec ? Il y avait effectivement un certain nombre d'articles, il y avait un dictionnaire des auteurs des littératures de l'imaginaire en Amérique francophone,
Mais il n'y avait pas encore vraiment, à mon avis, de véritable ouvrage scientifique qui faisait un survol depuis les débuts en 1839, pratiquement jusqu'à aujourd'hui. J'ai réussi à caser l'an dernier, quand le livre est paru, une mention de la nomination aux Oscars du cinéaste québécois Denis Villeneuve pour le film Arrival, premier contact, je pense, en français, ou peut-être Arrival en France. Donc c'est un survol, c'est un panorama. Alors je serai présent à la table des éditions à lire avec ce livre. Je serai aussi en train, à l'occasion, de signer avec mon ami Yves Ménard certains des livres que nous avons écrits sous le nom de Laurent McAllister. Il est très facile de venir me voir, de me faire parler. Parfois peut-être plus difficile de m'arrêter de parler. Merci Jean-Louis. Deuxième pilier de l'imaginaire, de la science-fiction, de la fantasy québécoise, canadienne, internationale, Elisabeth Von Arbour, qui est aussi une fidèle du festival, qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir régulièrement, en tout cas quand elle est disponible et pas invitée ailleurs. Elisabeth, vous êtes installée il y a déjà un certain temps au Canada, vous en êtes devenue une citoyenne et vous êtes devenue une des actrices de cette construction d'une science-fiction, d'une fantasy canadienne et française, québécoise. Ce qui, moi, m'intéresserait, j'espère intéressera notre public, c'est de nous dire en quelques mots, au-delà de vos propres ouvrages qu'on pourra donc découvrir, votre nouvelle série avec La Voix des Pierres qui vient de sortir aux éditions à lire, là aussi, qui est un grand éditeur de science-fiction, de fantasy et de fantastique au Québec. Qu'est-ce qui fait justement à la fois l'universalité et les spécificités de l'imaginaire au Québec et au Canada plus largement? Eh bien, ça fait 45 ans, je crois, cette année que je vis au Québec. Et cette question de la spécificité continue à nous gratter très fort, ça nous démange parce qu'on n'arrive pas vraiment à déterminer ce que c'est. On s'est penché sur la question à plusieurs reprises, dans plusieurs colloques, dans plusieurs congrès. Ça fait quand même depuis 1973 que la science-fiction et le fantastique, enfin, ce que nous appelons entre nous la SFFF québécoise existe. Et quelle spécificité? Alors, on a essayé, on a dit, eh bien, le Québécois a davantage de anti-héros, la nature est plus présente, point de suspension, point d'interrogation. Et là, on s'est rendu compte que c'était la même chose pour les Canadiens anglais. Ah, alors il y a une spécificité canadienne-anglaise. Ok. Par rapport à quoi? Eh bien, disons que statistiquement, la majorité des auteurs américains considèrent la nature comme quelque chose à dominer et à maîtriser, alors que les Canadiens anglais et les Québécois ont tendance à la voir plutôt comme quelque chose qu'on n'arrivera pas à maîtriser ni à dominer. C'est peut-être une question de l'attitude. Le anti-héros n'est pas du tout, comment dirais-je, une exclusivité ni canadienne-anglaise, ni québécoise, puisqu'on le retrouve, et Dieu sait, chez les auteurs européens. Donc c'est peut-être une question culturelle. Nous sommes, disons, pour parler de la France est un ex-empire, le Québécois est un ex-colonisé, le Canada est un ancien et présent colonisateur, si on veut en croire certains Québécois. Donc ce serait ça la spécificité peut-être, mais franchement les questions de spécificité se posent quand on les regarde d'un point de vue critique, d'un point de vue de universitaire disons, ou de critique littéraire, du point de vue des auteurs, comme d'habitude, non, on écrit. Voilà, c'est tout. Troisième représentant de l'imaginaire, et là c'est un autre type d'imaginaire, c'est vraiment fantastique et terreur. Et c'est assumé. Patrick Sénécal, qui est un des très grands noms de l'imaginaire au Québec, qui a eu quand même déjà 2 de ses romans adaptés au cinéma, 3 maintenant,
D'accord, voilà, donc c'est quand même pas si fréquent. Et je pense que ça ferait rêver plus d'un auteur français. Il y a un retard chez nous, le cinéma, les séries, on en reparlera aussi aux Imaginales. Et donc, vous avez eu d'emblée beaucoup de succès. Vous êtes publié essentiellement chez Alire, mais vous avez aussi été repris et publié en France au Fleuve. Un de vos romans, d'ailleurs, sera disponible aussi avec ceux d'Alire. Et vous avez été réédité, je crois, chez Pocket, je me trompe, en France, non pas encore. Ça devrait l'être après. Voilà, bien. Voilà, donc un auteur qui compte. Je crois qu'un de vos récents romans a fait 120 000 exemplaires, excusez du peu. Je crois qu'Alice a fait encore beaucoup plus, si on prend l'ensemble des éditions au Québec et ailleurs. Donc vous êtes un auteur de talent reconnu, vous êtes un auteur adapté au cinéma, vous êtes un auteur à succès, vous êtes un auteur qui touche le public. Là aussi, qu'est-ce qui vous a amené, quand vous étiez un futur jeune auteur, à choisir une voie qui a été sans doute encore plus méprisée que l'a été la science-fiction et la fantasy, et il aura fallu des dizaines d'années pour qu'elle ait ses lettres de noblesse, et le combat est en voie de ne plus être un combat, mais aujourd'hui une évidence. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ces sous-genres dans les sous-genres, et que quelque part, à la fois vous avez été à prendre le risque d'une certaine marginalité, et pourtant le public vous a suivi. Qu'est-ce qui a nécessité ce choix vers ces littératures ? Je vais dire une banalité que la plupart des écrivains disent, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas vraiment ce qu'on écrit, on ne choisit pas vraiment le genre qu'on dans le cas. En tout cas, moi, depuis que j'ai 12 ans, 13 ans, j'ai toujours écrit des histoires horribles parce que j'ai découvert la littérature à travers des auteurs horribles, genrés, Lovecraft, quelques années plus tard, Stephen King. Moi, j'ai découvert la collection Marabout. Vous savez, cette vieille collection-là belge qui a publié plein d'auteurs que j'ai découvert à 11-12 ans. Alors, je me suis mis à écrire des trucs comme ça sans penser que je gagnerais ma vie un jour avec ça. C'était inespéré. Alors, j'ai toujours écrit là-dedans de façon assez naturelle. Et quand j'ai commencé à publier, on m'avait dit effectivement, attention, tu t'en vas dans une zone, au Québec surtout, on n'écrivait pas, il y avait pas vraiment... Il y avait des auteurs qui faisaient de la science-fiction et du policier, oui, mais de la terreur, de l'horreur, il y avait quelque chose d'un peu inconscient peut-être. Mais moi j'ai dit, tant pis, que ça marche ou que ça marche pas, moi c'est ce que j'ai envie d'écrire. Alors ça a toujours été assez naturel, j'ai pas vraiment choisi ça. Mais oui, je suis content aujourd'hui, comme vous le dites si bien, j'ai envie de retrouver tous les détracteurs qui m'ont au début, qui m'ont dit quand j'étais jeune, tu t'engages dans quelque chose, dans un cul-de-sac, et j'aimerais bien, entre autres mes profs d'université, qui doivent me regarder aujourd'hui et dire, mon Dieu, c'est un échec, on a manqué notre coup avec lui, il n'a rien compris de la littérature. J'aimerais ça aller les voir et leur dire, voyez-vous, c'est quand même pas mal, hein? Bon, ça va pas si mal, mon truc. Fait que donc, oui, j'ai la chance de pouvoir vivre de ce que j'aime, mais ça n'a jamais été un choix délibéré, c'est vraiment quelque chose de naturel, mais j'imagine que tous les auteurs ici pourraient dire pas mal la même chose. On se retrouvera d'ailleurs sur une conférence que j'animerai pour parler justement plus dans le détail, parce qu'on va pas le faire évidemment ce matin, de votre fantastique et de son intérêt. Caroline Georges, vous êtes une autre de nos invités, et vous êtes un peu, par rapport peut-être à la majorité des auteurs, une voix un peu atypique. Vous êtes d'ailleurs dans un café qui portera ce titre, une voix originale, mais tous le sont, une voix un peu décalée. Vous n'aurez sans doute pas situé au temps des intégrismes littéraires dans la science-fiction, dans la fantasy, etc. Or aujourd'hui, on peut peut-être vous qualifier d'imaginaire au sens large, de fusion, peu importe, vous êtes dans la grande famille élargie du monde de l'imaginaire. Qu'est-ce qui fait, alors que vos romans auraient pu parfaitement, je pense que c'est d'ailleurs le cas au Québec, paraître dans des collections de blanches, parce que Alto n'est pas spécialement un éditeur de genre, votre éditeur de premier rang au Québec, mais là vous êtes republié en réédition chez Gallimard, quand même, dans sa collection Folio SF. Donc, comment, lorsque vous avez commencé à écrire, vous êtes-vous glissé plutôt que dans le réalisme, dans l'imaginaire, et quel est votre type d'imaginaire, Caroline Georges ? En fait, je pense que je cadre très bien dans la thématique
cette année de créature, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de plonger à l'intérieur de la conscience d'une créature. Mes 4 premiers romans, ce sont des romans où on entre en contact avec des personnages atypiques, justement. Dans le cas de Sous béton, c'est un enfant enfermé dans un édifice sans ouverture, un édifice de béton, sans ouverture aucune sur l'extérieur, et avec sa famille, dans une très très petite cellule, et qui doit composer avec une forme d'oppression absolue, oppression totale, de par sa très petite société et son huis clos familial étouffant, angoissant et très agressant. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le devenir de l'être et comment les créatures, les mutants, nous permettent de dessiner l'avenir de l'humanité. Donc je me suis toujours plongée dans le corps, dans la conscience de personnages étranges. Mais je n'ai jamais écrit de littérature réaliste, en fait. Je ne sais pas ce que c'est, ça, écrire de la littérature réaliste. Tous mes romans se passent dans le futur, mais dans un futur qui peut être plus près. Dans celui-là, on est vraiment des milliers d'années devant. Et donc, on est ailleurs, on est dans un corps humain qui s'est transformé. Et comment vivre ce corps humain transformé, c'est ce qui m'intéresse. Parmi nos auteurs québécois présents aujourd'hui, il y a aussi Sébastien Chartrand, la jeune génération qui sera présente, que vous trouverez aussi sur les différents débats pendant les jours qui viennent. Je vais maintenant donner la parole à notre représentant anglophone, Steven Erikson, et là j'avoue que j'ai eu une surprise parce que je ne lis pas aussi bien l'anglais que le français, en tout cas pour des livres longs, ce qui fait que je découvre parfois les livres en traduction, une nouvelle c'est plus facile, et que j'avais entendu parler de longue date de Steven Erikson. Il avait été lancé vaguement en France, je dis vaguement à tel point que j'avais même pas reçu le livre à l'époque, c'est pour vous dire la compétence des responsables de cette première tentative de publication. Ils ne pensaient même pas l'envoyer aux responsables des festivals, ce qui explique peut-être pourquoi à l'époque ça n'a pas marché. Voilà, on l'envoie uniquement aux journalistes qui ne s'y intéressent pas et on ne l'envoie pas aux professionnels du genre. Parfois un auteur qui a du talent a un problème avec son éditeur ou la maison qui traduit. Sur les choses qui arrivent en littérature, il y a aussi ceux qui portent les livres. On parle de chaîne du livre, des fois ça apparaît comme des mots abstraits, non, c'est très concret. C'est qui traduit le livre, avec brio ou pas. C'est qui porte le livre, c'est qui défend le livre. C'est important aussi de rendre hommage aux éditeurs qui font bien leur travail et d'oublier les autres. Et donc Steven Erikson est une sommité, c'est un grand écrivain. Sa réputation est arrivée aux oreilles depuis longtemps de tous les spécialistes du genre. Or, il n'a pas été publié, défendu et traduit durablement, en particulier pour sa décalogie, les grandes sagas. C'était sans doute la dernière grande saga anglophone de fantasy à traduire en français. Et ce sont un nouvel éditeur, comme ceux qui sont apparus de quelque temps, qui sont l'un des partenaires des Imaginales, les éditions Léa, qui ont relevé ce défi, a signé le contrat pour 10 volumes, voilà, et qui en a déjà fait traduire 5, le 6e est en cours, donc c'est pour les lecteurs qui s'inquiètent, non, il faudra peut-être attendre pour acheter le premier, voyons si, l'éditeur s'est lancé, a investi, donc vous pouvez lui faire confiance. C'est aussi un geste de confiance d'un éditeur à son auteur. J'ai plongé dans le volume, c'est pas bon, c'est éblouissant. C'est un grand auteur, c'est une grande saga qui débute, Les Jardins de la Lune, le premier volume du Livre des Martyrs, excellente traduction française d'ailleurs, qui devrait toucher le public. C'est une de ces grandes sagas avec énormément de personnages, avec des lignes narratives diverses, avec une puissance, un empire qui commence à rentrer en crise, thème classique mais qui traite avec beaucoup d'originalité, j'en dis pas plus, mais vous sentez quand même derrière mon enthousiasme et mon envie de vous faire découvrir. Alors, Steven Erikson, qu'est-ce qui vous a amené lorsque vous avez eu l'idée de cette grande saga qui arrivait après d'autres très grandes sagas anglophones de fantasy reconnues? Qu'est-ce qui vous a amené, jeune auteur, à vous lancer dans une telle entreprise avec une telle ambition? Is this working? Yes. Okay. First of all, to my shame, I'm the only Canadian up here who is not bilingual. I apologize for that. In fact, I probably can barely master one language, so I'm happy enough to have done that. So what has brought me to write this series? Is that the question? Yeah.
my original career was as an archaeologist and an anthropologist. And I always wanted to envision a fantasy world, a secondary world, that is, in a sense, not static, not fixed in time. Because many fantasy novels, especially epic fantasy, tends to be locked into a particular technology and a culture. I think possibly being Canadian, my interests lie in cultures in transition and cultures in contact. And so this is what this is basically exploring. It's a kind of extended history, and we're simply dropped into the middle of it, and we simply follow that history throughout 10 novels and 3 million words. Donc premièrement, je voudrais quand même dire que je suis ici le seul Canadien qui n'est pas bilingue, et donc je souhaite m'excuser pour ça. En fait, je crois que j'arrive à peine à maîtriser une langue, donc voilà. Donc en ce qui concerne plus particulièrement la série de Malaysian, la série malaisienne, moi à la base je suis en fait archéologue et anthropologue, pardon. Et donc j'ai toujours aimé l'idée de voir la possibilité d'un autre monde en fait qui serait pas statique, qui serait pas fixé dans le temps. Or il y a quand même beaucoup d'histoires de fantasy qui justement le sont. Et donc c'est ce que moi je voulais faire, quelque chose qui n'était pas statique. Je pense que le fait parce que je suis canadien, mon intérêt se retrouve particulièrement dans la transition entre les cultures, et voilà ce qui se passe quand on se retrouve au milieu de cette transition entre des cultures. Et donc c'est ça que les Jardins de la Lune et donc la série entière explore, cette question de la transition des cultures, donc à travers une dizaine de livres et 3 millions de mots. Après avoir présenté nos différents auteurs canadiens, anglophones et francophones, j'ai donné très brièvement la parole à nos invités, parce qu'après, on va avoir les premières classes des collèges pour la remise du prix imaginal des collégiens. Et donc, on ne pourra pas s'attarder au-delà de moins 10, moins 8. Un mot néanmoins à Anne Besson, parce que c'est vraiment important. Il y avait tout à l'heure une taquinerie et parfaitement légitime de Patrick Sénécal. On sait à quel point un certain nombre d'universitaires ont pu regarder de haut les littératures de l'imaginaire, comme ils ont regardé de haut le polar, comme d'autres ont regardé de haut le jazz, comme d'autres ont regardé de haut les impressionnistes. Parfois, c'est les petits-enfants de ceux qui méprisaient l'impressionniste qui aujourd'hui les achètent et les collectionnent. Bon, parfois, voilà, on sait que toute une série de choses nouvelles, que ce soit dans les structures ou dans les contenus, provoquent des intérêts, mépris, sous-estimation. Et que donc, néanmoins, il est important que les institutions, que ceux qui sont censés représenter quand même les élites intellectuelles de notre pays, comprennent quels sont les phénomènes littéraires à l'œuvre. Et Anne Besson représente cette nouvelle génération, avec quelques pionniers comme Posetto et d'autres, Jean-Marie Nietzsche, je salue, un ami du festival. Les universitaires peuvent jouer un rôle aussi extrêmement important dans la recherche, la réflexion, la légitimation des genres littéraires. Le colloque montre que les choses sont en marche après tant de temps dans l'université française et que maintenant elles avancent extrêmement vite. Je tenais à le dire, et que je suis donc ravi, comme la ville d'Épinal et l'ensemble des amateurs de genre, que l'université devienne bientôt sera, en tout cas en lettres, un des futurs bastions de nos littératures. Anne Besson, en 2 mots, en quoi ce colloque, ce premier colloque, puis ça sera une série qui aura lieu tous les 2 ans avec publication d'actes entre deux, en quoi ce colloque symbolise la réconciliation nécessaire et en marche entre l'université, les intellectuels et les littératures d'imaginaire? Effectivement, les choses ont bien évolué. Je pense que, Patrick, si vous retourniez voir vos professeurs d'université, eux-mêmes désormais s'intéresseraient voilà, à vos travaux, j'en suis convaincue. Donc ce colloque, il a permis, en 2 mots vraiment, de prouver l'intérêt des universitaires pour la fantaisie,
et l'intérêt de la fantasy pour les universitaires. C'est-à-dire vraiment à la fois la valeur littéraire, l'intérêt culturel plus large et la profondeur réflexive qu'il peut y avoir dans ces littératures, dans ces fictions larges, parce qu'on a aussi parlé de jeux de rôle, c'est aussi très intéressant, de cinéma, de séries, avec des historiens, avec des sociologues, avec des anthropologues, et les débats ont été vraiment passionnants et passionnés autour du thème lui-même très riche de la fantaisie et de l'histoire, et Jean-Laurent était là pour présenter ces romans qui sont directement dans ce thème-là. Tu as vu, j'ai fait la transition. Absolument, merci Anne. Anne est aussi d'ailleurs amie du festival et modératrice de certaines de nos cafés, certaines de nos tables rondes, certaines de nos cafés littéraires, et j'en profite pour la remercier parce qu'elle le fait déjà avec talent depuis plusieurs années, et elle a été membre, elle a cédé la place parce qu'elle a d'autres missions, du prix Imaginal, où elle a aussi repéré avec d'autres les livres d'aujourd'hui et qui seront les grands titres de demain. Notre coup de cœur pour conclure ce coup d'envoi, cette présentation, ce petit panorama à la fois du pays invité et des nouvelles tendances et des nouveaux romans. Le coup de cœur pour nous, c'est important. Ça n'a pas existé dès la première année du festival. C'est une idée que j'ai défendue et qui a été validée. C'est l'idée de mettre un coup d'éclairage sur un auteur français ou de langue française, un belge, un suisse, un québécois, il n'y a pas de problème pour ça, mais un auteur de langue française qui est un auteur pas encore installé, mais qui déjà a été repéré par les critiques, les blogueurs, une partie de lectorat, et sur lequel on veut mettre vraiment les projecteurs. On fait un pari, on dit, là on a cru entendre une nouvelle voix, là on a cru entendre un talent, et on vous dit, regardez tout de suite, attendez pas que tous les autres l'aient vu avant vous. C'est un petit peu ça le coup de cœur, et donc on va beaucoup voir Jean-Laurent. Jean-Laurent était présent, était dans la table ronde que j'avais le plaisir d'animer pour conclure, juste avant la culture officielle, conclure le colloque par cette table ronde, la parole aux auteurs, ceux qui produisent le texte, sur lequel ensuite on réfléchit, on discute. Jean-Laurent s'est d'emblée intéressé à l'histoire. Sa fantaisie est nourrie d'histoire. Le premier roman, De vent et de colère, singulier pour le vent, pluriel pour la colère, De vent et de colère parle du temps d'Henri IV, des guerres de religion, de Marseille soulevée, et à partir de personnages plus ou moins du peuple, globalement du peuple, ce qui est aussi les tendances nouvelles qu'on voit dans la fantaisie d'aujourd'hui, plus seulement les rois et les reines, parfois aussi les républiques, plus seulement les privilégiés, mais le peuple, plus seulement des gens coupés parfois des réalités, mais la réalité de terrain, chose que connaissent bien y compris des élus quand ils sont dans des villes, ils ont un ancrage, c'est pour ça que c'est aussi important, j'en profite pour le dire, comme simple citoyenne. Et donc Jean-Laurent, vous avez ensuite travaillé aussi sur un deuxième thème qui est Boudica, donc une reine celte soulevée contre l'Empire romain, traitée aussi, c'est aussi l'ère du temps. La fantaisie semble lointaine, elle semble coupée parfois du réel, mais non, c'est un faux regard quand on voit ça comme ça. Boudica, c'est aussi une femme humiliée, une femme abusée, une femme violée, pour pas dire nettement, et qui va se soulever contre l'Empire romain, à la fois pour des raisons politiques, pour des raisons d'indépendance nationale, mais aussi parce qu'elle a été traitée de façon innommable par des privilégiés romains qui ont ensuite vu la briser et qui se sont retrouvés avec une des plus grandes révoltes auxquelles a été confronté l'Empire romain. Et puis vous travaillez sur un troisième roman qui devrait paraître l'année prochaine, normalement, qui sera un roman qui là nous emmènera plus loin. On était d'abord en France, puis en Europe, puis aux États-Unis, puisque ça sera un grand roman sur la guerre de sécession. Je crois que ce sera un des premiers romans français sur la guerre de sécession. Une guerre civile qui pose aussi la question de la liberté, de l'indépendance, de ce qu'est une nation, et aussi la question du racisme, bien évidemment. Vous voyez les thèmes que peut brasser Jean-Laurent. Donc Jean-Laurent, en quelques mots, en deux romans, vous avez d'ailleurs décroché, je tiens à le dire, notre premier prix Imaginal des bibliothécaires. Quand je vous ai choisi comme coup de cœur, bien évidemment, je ne m'en doutais pas. Vous n'étiez même pas encore dans la sélection. Voilà. Votre livre a été apprécié, je le sais, même s'il n'a pas eu le prix cette année par beaucoup de lycéens, a été aussi discuté. Et vous avez une des nouvelles comme d'ailleurs Elisabeth von Arbour et Jean-Louis Trudel dans Créature, l'anthologie. En un mot, pourquoi avez-vous choisi l'histoire au cœur de votre fantaisie ? Bonjour, l'histoire c'est une façon en fait, en parlant de notre propre passé, d'avoir un écho sur des problématiques contemporaines. Je m'amuse souvent à dire, en fait, d'abord parce que je suis feignant, un roman c'est un univers, des personnages
et un récit. Le récit, c'est le récit historique. Le cadre, c'est notre monde réel. Donc en fait, j'ai plus rien à faire à part inventer 2-3 personnages. Hormis ça, effectivement, je trouve que c'est extrêmement intéressant de se rapproprier de parties d'histoire qui peuvent être, comme vous l'avez fait remarquer, notre histoire comme des événements de l'histoire du monde, pour remettre en avant, en exergue, en parallèle, des problématiques qui sont extrêmement contemporaines. Quand je découvre l'histoire de Boudica Boadicée, cette reine Icène, et que j'essaye d'en faire une biographie romancée un peu féerique, onirique, j'interroge bien sûr la question de l'égalité homme-femme, la place de la femme dans la société. C'est une façon d'interroger notre propre société. Je pense que pour ça, en fait, l'histoire est fascinante. Et je dis souvent, mes récits sont d'abord historiques et un petit peu fantastiques. Et c'est drôle parce que les gens se disent, ah, cet élément-là, tu l'as inventé, ça n'existe pas. Et souvent, ce sont des faits réels qui sont beaucoup plus fantastiques dans mon récit que mes inventions. Juste un dernier mot pour dire que je voudrais encore remercier être coup de cœur des Imaginales, ça n'arrive qu'une fois dans une vie, c'est un événement émouvant, et voilà, remercier et le festival et ses partenaires, et Stéphane Lizer et Stéphanie Nico pour cet honneur qui est fait, et remercier tous les gens qui y travaillent, à la fois les techniciens, ceux qui font que ces lieux soient propres et prêts, et tous les bénévoles, et bien entendu toute l'équipe de techniques, traducteurs qui enregistrent. Et enfin, et j'en termine là, merci, ça m'a fait un énorme plaisir d'avoir été choisi par les bibliothécaires pour ce premier prix, j'étais là aussi assez ému. Et merci au jury aussi d'avoir remis un prix à Yana Moskaluk, l'illustratrice de mon roman Boudica. Voilà, merci à elle qui est une illustratrice russe qui n'a pas pu être là pour le travail qui fait que aussi, bien sûr, des lecteurs ont su rencontrer mon livre. Et je terminerai juste pour dire que, évidemment, c'est un honneur et c'est très émouvant et assez impressionnant d'être le coup de cœur, surtout quand on a l'édition avec John O qui vous fait qui a la couverture des Imaginales, qu'on est en table ronde avec Robin Hobb. Donc oui, je suis ravi, et je suis humble aussi. Merci.